Vous la connaissez, cette petite voix? Celle qui murmure que vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur. Ce petit frisson juste avant de cliquer sur « Envoyer » sur un mail important, de prendre la parole en public ou de vous lancer enfin dans ce projet qui vous tient tant à cœur. La peur de l'échec, la peur d'être démasqué. Vous n'êtes pas seul. Saviez-vous que près de 7 personnes sur 10 ont déjà ressenti ce fameux syndrome de l'imposteur, au moins une fois dans leur vie? Ce n'est pas une tare, c'est presque devenu la norme. Je m'en souviens comme si c'était hier, ma première présentation d'un projet majeur. J'avais tout blindé, les analyses, les slides, la conclusion. Tout était parfait, en théorie. Mais au moment de me lever, mon cœur s'est mis à battre la chamade, mes mains sont devenues moites. Une seule pensée tournait en boucle. Ils vont voir que je suis une fraude. Je n'ai pas les épaules pour ça. Cette peur m'a littéralement paralysé. J'ai bafouillé, j'ai perdu le fil. Bref, le fiasco. Mais ce jour-là, ce n'est pas le projet qui a échoué. C'est moi qui ai laissé la peur de mon imperfection prendre le dessus. L'expérience a été un électrochoc, mais elle a planté une graine. Et si cette peur, ce sentiment d'imposture, n'était pas un ennemi à abattre, mais plutôt un signal. Le signal que vous êtes sur le point de grandir. Et si nos imperfections, loin d'être des faiblesses, étaient en fait notre plus puissant levier de croissance? C'est ce que nous allons explorer ensemble. La peur d'échouer et le syndrome de l'imposteur sont les deux faces d'une même pièce, la tyrannie de la perfection. La société nous bombarde d'images de réussite parfaite, lisse, presque instantanée. Forcément, ça met une pression folle. On finit par croire que l'erreur est une faute grave, un signe d'incompétence, et non une étape normale de l'apprentissage. Ce syndrome de l'imposteur, dont on parle depuis les années 70, c'est cette conviction intime que l'on ne mérite pas son succès. On se dit qu'on a eu de la chance, qu'on a trompé notre monde, et que l'on va bientôt se faire démasquer. Et plus on a de responsabilités, plus ce sentiment peut devenir écrasant. Des études montrent que les managers sont particulièrement touchés. Une enquête a même révélé que 62% des managers français se sentaient victimes de ce syndrome. Comment ça se manifeste? De manière assez sournoise. D'abord, par la procrastination. On repousse à plus tard par peur de ne pas faire les choses parfaitement. Ensuite, par le surmenage. On en fait 2 fois plus que les autres pour se prouver sa valeur et être sûr que personne ne découvre la supercherie. Et enfin, par l'auto-sabotage. On refuse des opportunités, on fuit les promotions, on reste bien au chaud dans sa zone de confort où le risque de se planter est minimal. Le résultat? On est paralysé. On n'ose plus innover, ni prendre de risques, ni même être simplement soi-même. Ce qui nous freine, ce n'est pas un manque de talent, mais l'image déformée qu'on a de nous-mêmes. On devient obsédé par nos failles, en oubliant que c'est justement ce qui nous rend humains. Et surtout, que c'est là que se cache la clé de notre véritable potentiel. Et si la solution n'était pas de se battre contre ces doutes, mais de changer complètement notre façon de les voir? L'approche que je vous propose est contre-intuitive. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais de l'accueillir pour la réorienter. L'idée de base, c'est que l'acceptation de nos imperfections n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage qui libère une énergie folle. C'est un vrai changement de perspective. Au lieu de voir la peur comme un panneau stop, on la voit comme un GPS. Un GPS qui nous dit « Attention, tu sors de ta zone de confort, tu es en train d'apprendre, de t'étirer, de grandir. » Le sentiment d'imposteur n'est plus la preuve que vous êtes un imposteur, mais le signe que vous êtes ambitieux, que vous vous attaquez à des défis qui comptent. Cette approche s'appuie sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à reconnaître, comprendre et apprivoiser ses propres émotions. Contrairement au QI, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille. Des études ont d'ailleurs montré qu'elle est un bien meilleur indicateur de réussite. Pourquoi? Parce qu'une personne émotionnellement intelligente ne se laisse pas noyer par ses doutes. Elle les utilise comme des informations. La peur lui dit « Sois prudent, prépare-toi bien ». Le doute lui dit « Vérifie tes infos, creuse un peu plus tes compétences ». En arrêtant de gaspiller notre énergie à cacher nos prétendus défauts, on la libère pour ce qui compte vraiment, construire, créer et se connecter aux autres. Le vrai pouvoir est là, transformer le poison en antidote. Ok, mais concrètement, on fait comment? Voici 4 piliers pour passer de l'idée à l'action. Le premier pas, c'est de signer un traité de paix avec soi-même. Quand la peur pointe le bout de son nez,
Notre réflexe, c'est de la chasser. Je ne devrais pas ressentir ça. Mais cette lutte intérieure ne fait que lui donner plus de force. La pratique, c'est de faire l'inverse. Reconnaître l'émotion, l'accueillir sans la juger. Imaginez que l'émotion est un messager qui frappe à votre porte. Au lieu de lui claquer la porte au nez, vous l'invitez à entrer pour écouter son message. En pratique, ça peut être une minute de pleine conscience. On respire et on observe ce qui se passe à l'intérieur. On met un nom dessus. Ok, là, je ressens de l'anxiété. Je reconnais ces peurs d'être jugé. Rien que de faire ça, ça désamorce une bonne partie de la charge négative. Tenir un journal est aussi un super outil pour ça. En accueillant vos ressentis, vous ne leur donnez pas le pouvoir, au contraire. Vous leur retirez celui qu'ils avaient sur vous dans l'ombre. Notre culture nous a appris à voir l'échec comme une catastrophe, une défaite. Le deuxième pilier, c'est de le recadrer complètement. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une étape sur le chemin. Chaque raté est une mine d'or d'informations, une donnée brute. Les entrepreneurs qui cartonnent ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui se trompent vite, apprennent encore plus vite et s'adaptent. Ils voient chaque obstacle comme un test qui leur permet d'affiner leur stratégie. C'est ça, avoir une mentalité de croissance. Quand un projet ne se déroule pas comme prévu, au lieu de vous dire « je suis nul », demandez-vous « qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ?» Ça libère de la peur de mal faire et ça encourage l'expérimentation. L'échec ne prouve plus votre imperfection. Il prouve que vous osez. On croit souvent qu'il faut projeter une image de force et d'infaillibilité pour être respecté. C'est une erreur fondamentale. Le troisième pilier, c'est de comprendre que la vulnérabilité, c'est-à-dire l'honnêteté sur nos doutes et nos imperfections, est un aimant à connexion humaine. Quand un leader admet qu'il n'a pas toutes les réponses ou reconnaît une erreur, il ne paraît pas faible, il paraît authentique, humain, digne de confiance. Cette authenticité crée un climat de sécurité où les autres aussi osent être eux-mêmes, poser des questions, proposer des idées un peu folles. La collaboration et l'innovation explosent dans ce genre d'ambiance. Sur le plan personnel, partager ses failles renforce l'empathie. On devient plus tolérant avec les autres, car on reconnaît en eux les mêmes batailles. Arrêter de jouer un rôle, c'est se donner la chance de créer des relations plus vraies, plus profondes. Le dernier pilier est peut-être le plus décisif. Se traiter soi-même avec la même gentillesse qu'on offrirait à un ami qui galère. L'autocompassion, ce n'est pas de l'apitoiement. C'est une démarche active pour construire sa résilience. Face à un échec, notre critique intérieure est souvent un tyran. L'autocompassion, c'est remplacer ce tyran par un coach bienveillant. Au lieu de vous dire « quel idiot », vous vous dites « c'était un essai difficile. C'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Repose-toi et on réessaiera. » Ça implique de reconnaître que douter et se tromper, ça fait partie de l'expérience humaine. Vous n'êtes pas un cas isolé. Se pardonner ses erreurs est vital pour avancer. Cette bienveillance envers soi réduit le stress et donne la force de persévérer. C'est l'acte ultime qui transforme la relation que vous avez avec vous-même. On a passé notre vie à croire qu'il fallait cacher nos imperfections pour réussir. Aujourd'hui, je vous invite à retourner cette idée comme une crêpe. Vos doutes, vos peurs, vos échecs, ce ne sont pas des boulets, ce sont des signaux, des professeurs, du carburant. En accueillant vos émotions, en redéfinissant l'échec, en osant la vulnérabilité et en pratiquant l'autocompassion, vous ne devenez pas parfait, vous devenez complet. Vous libérez votre potentiel, non pas malgré vos imperfections, mais grâce à elles. Votre projet n'est pas bloqué par votre imperfection. Il attend juste que vous l'utilisiez comme votre plus grande force. Ce chemin est plus facile et plus puissant quand on le parcourt à plusieurs. Partagez dans les commentaires une peur ou une imperfection que vous avez décidé de transformer en force. Votre histoire pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si cette approche vous parle, abonnez-vous et activez les notifications. On continuera d'explorer ensemble comment transformer nos plus grands défis en nos plus belles réussites. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos imperfections en super pouvoirs? Likez cette vidéo si elle vous a inspiré. Abonnez-vous pour plus de contenu qui change la donne.
Et dites-moi en commentaire, quelle imperfection allez-vous transformer dès aujourd'hui?